La pluie tambourinait contre les carreaux de notre bureau, comme si le ciel lui-même avait décidé de pleurer en ce jeudi soir. J'étais assis à mon bureau, entouré de documents relatifs à ma retraite imminente, police d'assurance, relevé de pension, stratégie d'investissement. Après 40 ans en tant qu'architecte, je m'étais préparé à une transition digne vers la prochaine étape de ma vie. À tout, sauf à ce qui allait se produire dans les minutes suivantes. L'ordinateur portable d'Hélène était ouvert sur la table d'appoint. Elle m'avait demandé de l'aider à installer le nouveau logiciel fiscal, pendant qu'elle était à son cours de yoga. Rien d'inhabituel en 32 ans de mariage, nous nous étions toujours aidés mutuellement avec les questions techniques. J'ai tapé son mot de passe Toscane 2015, nos dernières grandes vacances ensemble, et j'ai ouvert son navigateur pour télécharger le logiciel. Une notification est apparue en haut à droite de l'écran. Un nouveau message dans sa boîte de réception personnelle. Le nom de l'expéditeur m'a fait hésiter, Bernard. Pas de nom de famille. Pas d'objet. Juste un nom qui ne me disait rien. Ma main s'est immobilisée au-dessus de la souris. 42 ans d'éducation au respect de la vie privée d'autrui luttaient contre une impulsion soudaine, inexplicable. Une impulsion qui ressemblait au premier craquement dans un pilier porteur d'un bâtiment à peine perceptible, mais aux conséquences désastreuses si on l'ignorait. J'ai cliqué. Tu me manques depuis hier. Ta peau contre la mienne. Ton rire. Tes yeux quand tu jouis. Quand est-ce qu'on se revoit? B. Les mots dansaient devant mes yeux comme des symboles abstraits qui n'avaient aucun sens. Je les ai relus. Et encore une fois. Ma respiration est devenue superficielle, mes mains froides. D'un clic, j'ai ouvert l'historique des emails. Des dizaines de messages, sur des semaines. Des mois. Le plus ancien remontait à 6 mois. La chambre d'hôtel est réservée. Cette fois avec balcon, comme tu aimes. Quand tu es avec lui, pense à moi. Personne ne te comprend comme moi. Des photos. Hélène en lingerie que je n'avais jamais vue. Hélène dans une chambre d'hôtel, souriant à l'appareil. Un homme probablement Bernard seulement partiellement visible sur la photo, sa main sur sa cuisse. Mon estomac s'est noué. J'ai eu un goût de fiel. La pièce a commencé à tourner, les gouttes de pluie sur la vitre se sont estompées en une masse grise. J'ai attrapé mon smartphone, j'ai fait des captures d'écran, je les ai envoyées à ma propre adresse email. Mécaniquement, comme un robot. Une partie de moi m'observait avec une distance clinique, tandis qu'une autre partie s'abîmait dans un gouffre sans fond. La porte d'entrée s'est ouverte. Le bruit familier de ses clés dans le vide-poche sur la commode. Le froissement de son tapis de yoga qu'elle rangeait dans le placard. Friedrich? Tu es dans le bureau? Tu as installé le logiciel? Sa voix sonnait comme d'habitude. Chaleureuse, légèrement rauque. La voix qui me réveillait le matin. La voix qui avait lu des histoires du soir à nos enfants. La voix qui m'avait dit oui, un jour d'été en 1991. J'ai fermé le navigateur, je me suis levé. Mes jambes me semblaient des appendices étrangers à mon corps. Quand Hélène est entrée dans la pièce, j'ai essayé de la regarder dans les yeux, mais mon regard s'est arrêté sur son cou. Sur la petite tache juste au-dessus de sa clavicule. Avait-elle une tache là? Était-ce nouveau? Un autre homme avait-il laissé ses lèvres à cet endroit? Friedrich? Ça va? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Elle s'est approchée, a posé sa main sur mon bras. Son contact, autrefois familier et réconfortant, brûlait maintenant comme de l'acide à travers le tissu de ma chemise. Qui est Bernard? Les mots sont sortis de ma bouche sans que je les ai prémédités. Plat. Sans tonalité. Sa main s'est figée sur mon bras. Un bref tressaillement de ses sourcils. Une suspension de sa respiration. Pas plus d'une seconde. Mais c'était suffisant. De quoi parles-tu? Je ne connais aucun Bernard. Le mensonge flottait entre nous comme un brouillard toxique. 32 ans de mariage, 2 enfants adultes, 4 déménagements, un diagnostic de cancer, le sien, il y a 12 ans, vaincu, mon pontage coronarien il y a 5 ans, des milliers de repas partagés, de vacances, d'anniversaires, de fêtes de Noël, tout cela réduit à cet instant de fausseté. J'ai vu les emails, Hélène. Son visage a traversé un kaléidoscope d'émotions, surprise, honte, colère, finalement une sorte de résignation déterminée. Elle a reculé, a croisé les bras devant sa poitrine ou une posture défensive que je connaissais de nos rares grandes disputes.
Tu as fouillé dans mes emails? Comment as-tu pu faire ça? Son indignation m'a frappé comme un coup. Ce n'était pas son infidélité qui était le problème, mais ma découverte de celle-ci. L'absurdité de ce renversement me fit éclater de rire d'un son sec et sans joie, qui sonnait étrangement, même à mes propres oreilles. Comment j'ai pu? Comment as-tu pu? Ma voix tremblait maintenant, la première vague de choc laissant place à une colère chaude et pulsante. 32 ans, Hélène. 32 putains d'années. Elle baissa les yeux, puis se dirigea vers la fenêtre, fixant la pluie. Son reflet dans la vitre paraissait plus vieux, plus fatigué que la femme que je croyais connaître. Ce n'est pas si simple, Frédéric. C'est compliqué. Alors explique-moi. Explique-moi comment il peut être compliqué de rester fidèle à son mari. Elle se retourna, une nouvelle dureté dans son regard. Je suis malheureuse, Frédéric. Je veux d'autres hommes, mais je ne veux pas divorcer, me dit ma femme en face, attendant ma compréhension. Ces mots me frappèrent comme un coup de marteau. Pas seulement leur contenu, mais l'assurance avec laquelle ils furent prononcés. Comme s'il s'agissait d'une proposition raisonnable. Comme si elle m'annonçait qu'elle voulait commencer un nouveau passe-temps. À cet instant précis, tandis que la pluie tambourinait contre les fenêtres et que la lumière tamisée de la lampe de bureau projetait de longues ombres dans la pièce, quelque chose se brisa en moi. Pas mon cœur, ça viendrait plus tard. Mais ma compréhension du monde, de nous, des fondations sur lesquelles j'avais bâti ma vie. Je m'assis lourdement dans le fauteuil à côté de la bibliothèque. Les volumes reliés en cuir, dont beaucoup étaient des cadeaux d'Hélène au fil des ans, semblaient me regarder d'un air moqueur. Tu attends donc que quoi exactement? Que je te permette de fréquenter d'autres hommes, tout en restant mariée? Tu es sérieuse? Elle s'approcha, s'assit sur l'accoudoir du fauteuil en face. Frédéric, nous n'avons plus 20 ans. Nous avons construit une belle vie. Un bel appartement, une sécurité financière, une bonne réputation auprès de nos amis et de notre famille. Pourquoi devrions-nous tout jeter par la fenêtre? Je t'aime toujours à ma manière. À ta manière, répétai-je, sans expression. Et comment se manifeste exactement cette manière, Hélène? Que tu couches avec d'autres hommes, pendant que moi, quoi? Que je reste à la maison à faire comme si de rien n'était? Elle soupira, comme si j'étais un enfant lent à la compréhension. À notre âge, il ne s'agit plus de cet amour juvénile et possessif. Il s'agit de partenariat, d'une histoire commune. De raison. Raison, répétai-je en écho. Le mot avait un goût amer dans ma bouche. Était-ce raisonnable de commencer une liaison dans mon dos? Était-ce raisonnable de me mentir en face pendant 6 mois? Elle se tut un instant. Non. Ce ne l'était pas. Mais maintenant, nous avons la chance d'être honnêtes l'un envers l'autre. De définir un nouveau type de relation. Une relation qui corresponde à notre étape de vie actuelle. Dehors, le tonnerre gronda, un grondement violent qui fit vibrer les vitres. Le ciel lui-même semblait protester contre cette distorsion de la vérité et de la fidélité. Qui est-ce? Demandai-je finalement. Ce Bernard. Hélène hésita. Un conférencier de mon cercle littéraire à l'université populaire. Il enseigne la poésie moderne. La poésie moderne, répétai-je. La banalité était presque comique. Pas un jeune Adonis, pas un millionnaire, pas un étranger exotique. Un conférencier pour poèmes à l'université populaire. Est-ce le seul? Son regard vacilla. Une réponse suffisante. Combien, Hélène? Combien des autres hommes y a-t-il eu? Est-ce que ça a vraiment de l'importance, Frédéric? Veux-tu vraiment connaître chaque détail douloureux? Je me levai, me dirigeai vers la fenêtre. Mon reflet se superposait aux gouttes de pluie, un vieil homme aux épaules tombantes et aux yeux qui semblaient soudain avoir vieilli de plusieurs décennies. Oui, dis-je finalement. Je veux connaître chaque détail douloureux. Je veux la vérité, Hélène. Toute la vérité. Après 32 ans, je le mérite. Elle acquiesça lentement, comme si elle s'était attendue à cette réponse. Alors asseyons-nous. La nuit va être longue. Et tandis que la pluie frappait sans relâche contre les fenêtres, ma femme commença à me raconter l'histoire de la façon dont elle avait détruit notre vie commune, petit à petit, mensonge après mensonge. La nuit s'étendait devant moi comme un tunnel sans fin. Les mots d'Hélène tombaient comme des pierres dans un puits profond, chacun un écho sourd qui résonnait à l'intérieur de moi. Nous étions assis l'un en face de l'autre,
deux étrangers dans les contours familiers de notre bureau commun. Ça a commencé il y a environ 3 ans, dit-elle, les mains crispées autour d'une tasse de thé que j'avais préparée machinalement. Un détail absurde, même en cet instant de destruction, nous nous accrochions à des rituels. Après le mariage de Julia. Julia. Notre fille. La mémoire de notre jour de mariage a surgi devant mes yeux, Hélène dans son élégante robe bleue, dansant avec moi, les yeux humides d'émotion. Était-ce déjà un mensonge? Quel est le rapport avec le mariage de Julia? Ma voix sonnait étrange à mes propres oreilles. Hélène fixait sa tasse de thé, comme si une vérité cachée s'y trouvait. Quand Julia s'est mariée, j'ai réalisé qu'une étape de notre vie touchait à sa fin. Nos enfants étaient adultes, indépendants. Soudain, nous nous sommes retrouvés seuls, toi et moi. Et je me suis demandé, qui suis-je maintenant? Qui est cette femme qui n'est plus avant tout une mère? J'ai secoué la tête. Nous traversons tous cette phase, Hélène. On appelle ça le syndrome du nid vide. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de ramener d'autres hommes dans ton lit pour cette raison. Elle a tressailli, puis a acquiescé lentement. Tu as raison. Il n'y a pas d'excuse. Mais je vais essayer de te donner une explication. Elle a pris une profonde inspiration. Te souviens-tu du cercle de lecture que j'avais commencé à l'époque? Bien sûr que je me souvenais. Je l'avais encouragée à se trouver de nouveaux intérêts après le mariage de Julia. Je lui avais même offert la coûteuse liseuse pour son anniversaire, pour qu'elle puisse emporter ses livres partout. Le premier n'était pas Bernard, a-t-elle poursuivi. C'était Victor. L'animateur du cercle. Victor. Un nom qu'elle mentionnait de temps en temps. Dans mon esprit, un type plus âgé, intellectuel, avec des lunettes et une veste en tweed. Parlait-elle de lui, alors qu'elle? Cette pensée m'a serré la gorge. Ça a commencé innocemment. Des discussions après le cours, des recommandations de livres. Il m'envoyait des articles, je répondais avec mes réflexions. Une stimulation intellectuelle. Elle a ri amèrement. C'est du moins ce que je me suis raconté. Et puis, la question planait lourdement entre nous. Puis nous nous sommes retrouvés pour un café. Puis pour dîner. Puis, elle s'est interrompue, cherchant ses mots. Ce n'était pas prévu, Friedrich. C'est arrivé comme ça. Rien n'est arrive comme ça, Hélène. On prend des décisions. L'une après l'autre. Elle a acquiescé lentement. Oui. Tu as raison. J'ai pris des décisions. De mauvaises décisions. Combien de temps ça a duré avec ce Victor? Environ 4 mois. Puis il a mis fin à tout. Sa femme avait des soupçons. Une autre femme, une autre confiance brisée. Je me suis demandé en passant si cette femme inconnue était elle aussi assise dans son salon en ce moment, bouleversée par la trahison. Et après Victor? Hélène a dégluti. Il y a eu une pause. Presque 1 an. Je me sentais coupable, Friedrich. Je me suis juré que ça n'arriverait plus jamais. Mais c'est arrivé de nouveau. Oui. Avec Bernard. Il a repris le cours après que Victor a déménagé dans une autre université populaire. Il est différent. Plus jeune. Plus énergique. Plus jeune. Le mot m'a transpercé comme un poignard. De combien plus jeune? Je n'ai pas osé demander. Au lieu de ça, j'ai dit, et après Bernard? Elle a hésité. Il y a eu Thomas. Un participant du cours. C'était éphémère. Et une fois, lors d'une formation continue à Hambourg, un homme dont je ne connais même pas le nom. Un étranger. Un homme anonyme dans une ville étrangère. Ma femme, qui donnait son corps à un inconnu, pendant que je l'attendais à la maison, que je lui achetais des fleurs pour son retour. Mon estomac s'est rebellé. Je me suis levé brusquement, me suis précipité dans la salle de bain attenante et j'ai vomi violemment. Le bruit de mes hauts le cœur a résonné sur les murs carrelés. Quand j'ai eu fini, je me suis rincé la bouche et j'ai regardé dans le miroir. Un vieil homme me fixait, les yeux rougis, le visage cendré. Qui était cet homme? Je ne le reconnaissais pas. Quand je suis retourné dans le bureau, Hélène se tenait près de la fenêtre. La pluie avait cessé, seules quelques gouttes ruisselaient encore sur la vitre. Je suis désolé de te faire souffrir, a-t-elle dit doucement, sans se retourner. Pourquoi, Hélène?
Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elle s'est tournée vers moi, la surprise dans son regard. Toi? Tu n'as rien fait de mal, Friedrich. Tu as toujours été fiable. Constant. Un bon mari, un père merveilleux. Mais pas assez, ai-je dit amèrement. Ce n'est pas une question d'aimer assez. C'est une question de différent. D'excitation, de sentiment d'être désiré, pas seulement aimé et respecté. Je t'ai désiré, ai-je protesté. Pendant toutes ces années. Elle a souri tristement. À ta manière, oui. Mais notre intimité est devenue prévisible. Confortable. Comme une vieille chaussure qui va parfaitement bien, mais qui n'est plus excitante. Ces mots m'ont frappé en plein cœur. Oui, notre vie amoureuse avait changé au fil des décennies. Elle était devenue plus calme, moins spontanée. Mais n'était-ce pas normal? N'était-ce pas une partie du vieillissement, du cheminement ensemble? Et ces autres hommes. Ils te donnent cette excitation? Pour un temps, oui. C'est le nouveau, l'inconnu. La possibilité d'être une autre version de moi-même. Je me suis lourdement affalé sur le canapé. Et combien de temps crois-tu que Bernard restera excitant? 1 an? 2? Et ensuite, le suivant? Elle n'a pas répondu tout de suite, s'est assise à côté de moi au pas trop près, une distance respectueuse entre nous. Je ne sais pas, Friedrich. Je sais seulement que je ne suis pas prête à renoncer à tout ce que nous avons construit. Notre maison. Nos amis communs. Le respect de nos enfants. Notre sécurité financière. Donc tu veux les deux, ai-je dit d'un ton monocorde. La sécurité du mariage et le frisson des liaisons. Quand tu le formules ainsi, ça sonne affreux. C'est affreux, Hélène. C'est égoïste et cruel. Elle a baissé la tête. Oui. C'est probablement ça. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. La pendule du couloir a sonné 3 heures. Dehors, une seule voiture est passée, ses phares projetant brièvement des ombres spectrales sur le mur. Que va-t-il se passer maintenant, a-t-elle fini par demander. Une bonne question. Que se passe-t-il lorsque les fondations de votre vie s'effondrent sous vos pieds? Lorsque la personne que vous aimez le plus et en qui vous avez le plus confiance se révèle être une étrangère? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je ne peux pas simplement faire comme si de rien n'était. Je ne peux pas me coucher dans un lit à côté de toi et me demander à qui tu penses. Si tu échanges des messages avec lui dès que je dors. Je comprends, a-t-elle dit doucement. Tu comprends vraiment? Je me suis levé, j'ai fait les 100 pas dans la pièce. La fatigue et le choc émotionnel me donnaient le vertige, mais je ne pouvais pas rester assis. Tu comprends ce que ça fait, quand toute ta vie a été un mensonge? Quand chaque « je t'aime » de ces dernières années est soudainement remis en question? Tout n'était pas un mensonge, Friedrich. Je t'aime. Seulement pas exclusivement. J'ai ri amèrement. Ce n'est pas de l'amour, Hélène. C'est de la commodité. C'est la peur de la solitude. Elle a tressailli, comme si je l'avais frappée. Peut-être avais-je touché un point sensible. Qu'est-ce que tu veux de moi, a-t-elle demandé après un moment. Que voulais-je? Remonter le temps, jusqu'à l'instant avant cette nuit, quand je vivais encore dans une heureuse ignorance? Annuler les liaisons? Ou simplement comprendre comment la femme avec qui j'avais partagé ma vie avait pu devenir une étrangère? Je veux que tu partes, ai-je finalement dit. Pas pour toujours. Mais maintenant. Ce soir. J'ai besoin d'espace pour réfléchir. Elle a hoché la tête lentement, s'est levée. Chez Julia? Ou chez Thomas? Nos enfants, tous les deux vivant en ville, tous les deux avec leur propre famille. Non. Pas chez les enfants. Pas avant que nous ayons décidé de la suite. Un hôtel. Ou chez une amie. Chez Monica, a-t-elle dit après une brève réflexion. Monica, sa meilleure amie depuis des décennies. Avait-elle parlé de ses liaisons à Monica? Étais-je le dernier à l'apprendre? Je vais préparer quelques affaires, a dit Hélène en allant dans la chambre. Je suis resté seul, entouré des souvenirs de notre vie commune. Des photos sur les murs. Des souvenirs de voyage. Des livres que nous avions tous les deux lus et dont nous avions discuté. Tout familier et pourtant soudainement étrange, comme des accessoires sur une scène de théâtre. 20 minutes plus tard,
elle se tenait dans le couloir avec un petit sac de voyage. Elle s'était changée au jean, pull, chaussures pratiques. Son visage était pâle, mais impassible. « Je t'appelle demain » a-t-elle dit. J'ai hoché la tête en silence. Elle a hésité, puis a fait un pas vers moi, comme si elle voulait m'embrasser ou m'étreindre, une habitude après 30 ans. J'ai reculé. La douleur dans ses yeux était réelle, mais à ce moment-là, je ne pouvais ressentir aucune pitié. « Je suis désolé, Friedrich. Vraiment. » Puis elle est partie, la porte s'est refermée doucement. Je suis resté seul dans notre appartement, entouré de silence et des débris de ce qui avait été ma vie. L'aube s'est levée grise et discrète, comme si la nature elle-même respectait ma douleur. Je n'avais pas dormi. Au lieu de cela, j'étais resté assis sur le canapé pendant des heures, fixant le vide, tandis que mon esprit oscillait entre un vide anesthésiant et des tempêtes de pensées chaotiques. À 6 heures, mon smartphone a sonné, ou le réveil quotidien qui m'appelait à ma promenade matinale. Une habitude que j'avais prise après mon pontage coronarien sur les conseils de mon cardiologue. 30 minutes par jour, Monsieur Bergman, par tous les temps, avait dit le docteur Kleinsmid. Votre deuxième chance a besoin de mouvement. Ma deuxième chance. Comme ces mots sonnaient ironiques maintenant. Mécaniquement, je me suis levé, lavé, habillé. La routine m'a donné un point d'ancrage dans cette situation surréaliste. Quand je me suis regardé dans le miroir de l'entrée, j'ai été effrayé par mon propre reflet, des cernes profonds, la peau blême, les lèvres pincées en une fine ligne. Je suis sorti dans le petit matin. Les rues de notre quartier à Düsseldorf-Oberkassel étaient calmes, seuls quelques joggeurs et propriétaires de chiens étaient de sortie. La pluie avait cessé, mais l'air était humide et frais. J'ai suivi mon chemin habituel vers le Rhin, les mains enfoncées dans les poches de ma veste. Arrivé au bord du fleuve, je me suis assis sur un banc et j'ai contemplé l'eau qui coulait lentement. Des cargos passaient, chargés de conteneurs du monde entier. Depuis combien de temps étais-je assis là? Mon smartphone vibra dans ma poche. Un message d'Hélène. Je suis chez Monica. J'ai bien dormi. J'espère que toi aussi. Quand pouvons-nous parler? Bien dormi. Ces mots me brûlaient sur l'écran. Pendant que j'avais passé la nuit dans la souffrance, elle avait bien dormi. Peut-être que Monica l'avait réconfortée avec un verre de vin et des mots compréhensifs. Où avait-elle écrit à Bernard avant de s'endormir? J'ai rangé mon téléphone sans répondre. Un homme plus âgé avec un petit chien s'est installé de l'autre côté du banc. Il m'a fait un signe de tête amical. Belle matinée, n'est-ce pas? J'ai murmuré un acquiescement, n'étant pas d'humeur au bavardage. Parfois, je viens ici pour réfléchir, a-t-il continué, imperturbable face à ma réserve évidente. Le fleuve apaise. Toujours en mouvement, toujours le même. Je l'ai observé plus attentivement. À peu près mon âge, peut-être un peu plus. Visage buriné par le temps, des yeux amicaux derrière des lunettes à l'ancienne. Oui, ai-je fini par dire. Le fleuve est constant. Contrairement aux gens. Contrairement au mariage. Contrairement à Hélène. L'homme a souri, comme s'il avait entendu mes pensées inexprimées. Herbert, dit-il en me tendant la main. Friedrich, répondis-je automatiquement en la serrant. Mauvaise nuit, Friedrich? La question directe m'a surpris. Ça se voit à ce point. Herbert a ri doucement. J'ai été médecin de famille pendant 40 ans. Je reconnais un homme qui n'a pas dormi quand j'en vois un. Oui, ai-je avoué. Une très mauvaise nuit. Problème de santé? Non. Problèmes conjugaux. Herbert hocha la tête avec compréhension. Ah. Ça peut être pire que n'importe quelle maladie. Nous restâmes silencieux un moment, observant ensemble le fleuve et les navires qui passaient. Vous étiez marié, Herbert, ai-je fini par demander. 2 fois, répondit-il. Le premier mariage s'est terminé par un divorce. Le second par la mort de ma femme, il y a 3 ans. Je suis désolé. Merci. C'était un bon mariage, le second. Pas parfait, aucun mariage ne l'est, mais bon. J'ai pensé à mon propre mariage. L'avais-je considéré comme bon? Comme heureux? Oui, je l'avais cru. Jusqu'à hier soir. Ma femme m'a trompé, me suis-je entendu dire. Les mots sonnaient étrangement à mes oreilles, comme si quelqu'un d'autre parlait. Herbert n'a montré aucune surprise. Une fois? Ou une liaison?
Plusieurs liaisons. Pendant des années. Il a sifflé doucement entre ses dents. C'est dur. Oui. Et maintenant? Une question simple à laquelle je n'avais pas de réponse. Je ne sais pas. Elle est chez une amie. Elle veut parler. Et vous? Voulez-vous parler? J'ai haussé les épaules. De quoi parler? Elle veut garder le mariage et continuer à voir d'autres hommes. Une relation ouverte, en quelque sorte. À notre âge. Herbert a haussé un sourcil. Et ça ne vous convient pas? Bien sûr que non. La véhémence de ma propre réponse m'a surpris. Est-ce que ça vous conviendrait? Il a réfléchi un instant. Non. Mais je suis démodé. Comme vous, il me semble. Démodé, ai-je répété amèrement. C'est donc comme ça qu'on appelle le fait d'attendre la fidélité, aujourd'hui. Herbert a souri faiblement. Les temps changent. Pas toujours pour le mieux. Son petit chien s'impatientait, tirant sur sa laisse. Herbert s'est levé. Je dois y aller. Mais encore une chose, Friedrich, prenez votre temps. Ne prenez pas de décision hâtive ni pour ni contre votre mariage. Le temps apporte la clarté. J'ai hoché la tête avec gratitude. Merci pour cette conversation, Herbert. Avec plaisir. Peut-être nous reverrons-nous ici. Il s'est éloigné, le petit chien courant joyeusement devant lui. Je suis resté assis un moment, observant les premiers employés qui se précipitaient vers la gare, un gobelet de café à la main. Des gens avec des objectifs clairs, avec des journées structurées. Comme il me semblait enviable. Finalement, je me suis levé et j'ai repris le chemin du retour. Arrivé à la maison, j'ai pris une douche, me suis préparé un café fort et me suis assis à la table de la cuisine. L'appartement me paraissait étrange, familier et pourtant étranger, comme si la géométrie des pièces avait légèrement changé pendant la nuit. Mon regard se posa sur la tablette d'Hélène, toujours posée sur le plan de travail de la cuisine. Une détermination soudaine m'envahit. Si elle me cachait des choses, je voulais les connaître. Absolument toutes. Je pris la tablette, la déverrouillai avec le mot de passe que je connaissais au Toscana 2015, le même que pour son ordinateur portable. Hélène n'avait jamais été particulièrement douée en informatique, elle avait toujours utilisé les mêmes mots de passe simples. J'ouvris son navigateur, parcourus l'historique. Site de littérature, shopping en ligne, Netflix, rien de suspect. Puis j'ouvris son application de messagerie. J'avais déjà vu les messages de Bernard. Je cherchais d'autres noms. Victor. Thomas. Victor Mertens. Ces emails étaient plus rares, plus formels. Recommandations de livres, discussions sur la littérature, quelques messages plus personnels. Je repense à notre soirée. Ton rire, quand je t'ai raconté ma catastrophe avec le vin rouge. Rien de sexuellement explicite, mais l'intimité était indéniable. Thomas n'a pas de nom de famille dans les contacts étaient plus directs. Ton corps me manque. Tes baisers. Quand est-ce qu'on se revoit? Et les réponses d'Hélène, tout aussi directes, mardi prochain? Friedrich a rendez-vous chez le cardiologue, je suis libre tout l'après-midi. Mon estomac se noie. Elle avait profité de mes rendez-vous médicaux pour retrouver son amant. Pendant que je me souciais de mon cœur, elle. Je reposai la tablette, pris une profonde inspiration. Puis je pris mon smartphone, ouvris le calendrier. Ils étaient là, tous mes rendez-vous médicaux des dernières années, soigneusement enregistrés. Avait-elle profité de chacun d'entre eux? Une nouvelle colère monta en moi, plus vive et plus intense que la confusion de la nuit dernière. Ce n'était pas une simple faiblesse, un faux pas dans un moment de vulnérabilité. C'était systématique, planifié, froidement calculé. J'ouvris WhatsApp sur sa tablette. Bernard avait une entrée, mais la conversation avait été effacée. Prudente de sa part. Mais pas assez. Je connaissais un moyen de récupérer les messages supprimés où mon neveu Max me l'avait montré une fois, quand il m'avait aidé à récupérer des photos de vacances effacées par erreur. Après quelques minutes de tâtonnement, j'y suis parvenu. La conversation avec Bernard apparut, des dizaines de messages sur des semaines. Rendez-vous. Compliments. Détails intimes. Des photos Hélène en lingerie, que je n'avais jamais vues. Bernard, un homme d'âge moyen avec une barbe fournie et une mine satisfaite, dans une chambre d'hôtel. Et puis un message d'hier matin, Friedrich ne se doute de rien?
Tu es sûr? La réponse d'Hélène, absolument. Il est naïf. Il me fait totalement confiance. Les mots se gravèrent dans ma conscience comme de l'acide. Naïf. Il me fait totalement confiance. Le mépris, la condescendance dans ces mots étaient insupportables. Je fis des captures d'écran de tout, les enregistrai dans mon cloud. Pas par vengeance du moins, c'est ce que je me disais mais comme preuve. Au cas où il y aurait un divorce. Au cas où elle n'irait plus tard. Divorce. Le mot résonna dans ma tête. Était-ce la solution? Après 33 ans de mariage, simplement, la fin? Recommencer une vie, à 66 ans? Mon smartphone sonna. Hélène. Je le laissai sonner jusqu'à ce que la messagerie vocale prenne le relais. Quelques secondes plus tard, un SMS suivit. Friedrich, s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Je rentre à 14 heures, si ça te convient. Je fixai le message. Parler. Oui, il fallait qu'on parle. Mais j'avais besoin de plus d'informations, de plus de clarté, avant de lui faire face à nouveau. J'ouvris son compte Instagram sur la tablette. Hélène l'avait créé il y a environ 2 ans, à la demande de notre fille Julia. Pour que tu puisses voir ce que font les petits-enfants, avait dit Julia. Hélène s'y était résolue à contre-cœur, postant occasionnellement des photos de fleurs de nos jardinières sur le balcon ou de gâteaux particulièrement réussis. Mais il y avait aussi des messages privés. Je les ouvris, les fis défiler. Et le voilà à nouveau, Bernard. Et pas seulement des SMS, mais aussi des messages vocaux. Les doigts tremblants, je cliquai sur le premier. La voix de Bernard emplit la pièce, grave, avec un léger accent du nord de l'Allemagne. Hélène, ma chérie. Je n'arrive pas à arrêter de penser à hier. À toi. À nous. Cette connexion entre nous est si rare, si précieuse. Friedrich n'a aucune idée de la femme extraordinaire que tu es vraiment, n'est-ce pas? Comme tu es passionné, comme tu peux ressentir les choses profondément. Je coupai le message, ne pouvais plus supporter ça. Cet homme, cet étranger, parlait de moi, de ma femme, comme si j'étais un idiot naïf. Et Hélène lui avait donné cette image, lui avait permis de penser cela de moi, de notre mariage. La colère qui monta en moi était accablante. Je jetai la tablette sur le canapé, fis les 100 pas dans l'appartement comme un animal pris au piège. 33 ans. Plus de la moitié de ma vie avec cette femme. Et elle m'avait trahi, s'était moquée de moi, avait interprété ma confiance comme une faiblesse. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine, un rythme sauvage et irrégulier. Je me suis forcé à respirer profondément, à me calmer. Un autre infarctus n'aiderait personne, et surtout pas moi. Lentement, la colère s'est apaisée, laissant derrière elle une détermination froide et lucide. Je ne me laisserai plus berner. Plus jamais. J'ai pris mon smartphone, tapé une réponse à Hélène, 14 heures, c'est bon. Nous avons beaucoup à discuter. Puis, je me suis installé devant mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches. Droit du divorce. Partage des biens. Pension alimentaire. L'effet froid et objectif d'une séparation légale après des décennies de mariage. Les heures jusqu'à l'arrivée d'Hélène se sont écoulées dans un état d'efficacité froide. J'ai pris des notes, dressé des listes de nos biens communs, réfléchi à ce à quoi pourrait ressembler une vie après le divorce. Une vie sans Hélène. Une vie seule. L'idée était à la fois effrayante et étrangement libératrice. Vers 13h45, j'ai entendu la clé dans la serrure. Hélène était en avance. Typique de sa part, la ponctualité avait toujours été importante pour elle. J'ai fermé mon ordinateur portable, me suis levé et suis allé dans le couloir pour l'accueillir. Elle avait l'air fatiguée, mais digne. Ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés, elle portait un maquillage discret. Elle avait fait un effort pour cette rencontre. « Bonjour, Friedrich, dit-elle doucement. Hélène, répondis-je, ma voix neutre. Nous nous sommes tenus face à face comme deux diplomates de nations ennemies, polis, distants, prudents. On s'assoit, demanda-t-elle. J'ai acquiescé et l'ai conduite au salon. Pas dans le bureau, où tout avait commencé. Pas dans la cuisine, où nous avions partagé des milliers de repas. Le salon semblait être un terrain neutre. Elle s'est assise sur le canapé, j'ai pris le fauteuil en face. Entre nous, la table basse, comme une ligne de démarcation. J'ai réfléchi, commença-t-elle.
Moi aussi, dis-je. Et j'ai fait des recherches. Elle fronça les sourcils. Des recherches? Oui. Sur les divorces après un long mariage. Sur le partage des biens. Sur la vie après. Ses yeux s'écarquillèrent. Divorce? Friedrich, c'est vraiment ce que tu veux. Ce que je veux? Je ris amèrement. Ce que je voulais, c'était une épouse fidèle. Ce que je voulais, c'était ne pas être nié et trompé. Ce que je voulais, c'était le mariage que je croyais que nous avions. Elle baissa les yeux. Je comprends ta douleur, ta colère. Mais devons-nous vraiment tout jeter? Ne pouvons-nous pas essayer de recommencer? Recommencer? Je secouai la tête. Qu'est-ce que tu imagines exactement, Hélène? Que j'accepte tes aventures? Que je te regarde aller vers d'autres hommes pendant que j'attends à la maison? Non, pas comme ça, dit-elle précipitamment. Je pourrais arrêter. Rompre avec Bernard. Plus d'autres hommes. Tu pourrais? Je me penchai en avant. Ou tu le ferais? Et même si c'était le cas, comment pourrais-je jamais te refaire confiance? Elle resta longtemps silencieuse. Je ne sais pas, dit-elle finalement honnêtement. Je sais seulement que je ne veux pas te perdre. Moi? Ou la vie que je t'offre? La sécurité financière? La réputation d'épouse respectable? Une ombre traversa son visage. C'est injuste, Friedrich. Injuste? Je me levai, incapable de rester assis plus longtemps. Tu sais ce qui est injuste, Hélène? Que tu aies couché avec Thomas pendant que j'étais chez le cardiologue. Que tu aies dit à Bernard que j'étais naïf et que je te faisais entièrement confiance. Que tu t'es moqué de moi, dans mon dos, avec tes amants. Elle pâlit. Tu as lu mes messages? Oui. Tous. Chez Victor, Thomas, Bernard. J'ai vu les photos, écouté les messages vocaux. Je sais tout, Hélène. Elle se cacha le visage avec ses mains, un geste de honte ou de désespoir je ne saurais dire. Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. Tellement, infiniment désolée. Je me rassis, soudainement épuisé. Moi aussi, dis-je doucement. Moi aussi. Les jours suivants se sont déroulés dans un étrange mélange de routine et de chaos. Hélène avait réintégré l'appartement de Monica temporairement, comme nous le disions tous les deux, bien qu'aucun de nous ne sache ce que cela signifiait. J'errais dans l'appartement vide comme un fantôme, je dormais mal, je mangeais à peine. Les enfants ne savaient encore rien. Nous avions convenu de ne leur en parler que lorsque nous aurions nous-mêmes plus de clarté. Julia, notre fille, a appelé 2 fois pour bavarder. J'ai menti, lui disant qu'Hélène était à une formation pour son club de lecture. Le mensonge avait un goût amer sur ma langue, mais je n'arrivais pas à me résoudre à expliquer notre crise au téléphone. Le 4e jour après le départ d'Hélène, on a sonné à la porte. Il était tôt dans l'après-midi, j'avais justement tenté de me distraire avec un livre sans succès, je lisais la même page depuis 1 heure. Alors que j'ouvrais, mon fils Thomas se tenait devant la porte. « Papa, dit-il, le visage grave. Il faut qu'on parle. » Mon cœur rata un battement. Hélène lui avait-elle parlé? Savait-il déjà tout? Thomas. Entre. Je me suis écarté pour le laisser passer. Il est allé directement au salon, sans s'asseoir. Qu'est-ce qui se passe entre toi et maman? Demanda-t-il sans détour. Thomas a toujours été le plus direct de nos 2 enfants. J'ai soupiré, me laissant lourdement tomber sur le canapé. Comment sais-tu qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Julia a téléphoné à maman hier. Elle a dit que maman avait l'air bizarre. Et elle est chez Monica, pas à une formation continue. Il croisa les bras. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis frotté les yeux. Comment expliquer à son fils adulte que sa mère a eu une série d'aventures? Que le mariage de ses parents, qu'il avait toujours perçu comme solide et heureux, était sur la sellette? Assieds-toi, Thomas. Il s'assit en face de moi, l'attitude tendue. À 39 ans, il était un ingénieur prospère, marié, père de 2 enfants. Un homme terre à accent grave terre, raisonnable. Comprendrait-il? Ta mère et moi, nous traversons une crise. Une crise grave. Quel genre de crise? De santé? Financière? Je secouai la tête. Conjugale. Ta mère, elle a
Les mots restèrent bloqués dans ma gorge. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. Elle a une liaison. J'acquiesçai silencieusement. Merde, murmura-t-il, un mot que je lui entendais rarement prononcer. Depuis quand? Il y en a plusieurs, dis-je doucement. Depuis des années. Il me fixa, incrédule. Plusieurs? Maman? C'est impossible. J'ai vu les preuves, Thomas. Des emails, des messages, des photos. C'est vrai. Il se leva, alla à la fenêtre, regardant fixement dehors. Ses épaules étaient tendues, ses mains serrées en poing. Qui sont ces hommes? Ça n'a pas d'importance. Pour moi si. Il se retourna, le visage rouge de colère. Qui sont ces enfoirés qui couchent avec ma mère? Thomas, l'interrompis-je doucement. Ce n'est pas seulement sa faute. Elle a pris des décisions, oui. Mais notre mariage, peut-être qu'il n'était pas aussi parfait que je le pensais. Il secoua violemment la tête. Non. Non, je ne suis pas d'accord. Si elle était malheureuse, elle aurait pu te parler. Ou divorcer. Pas ça. J'étais surpris par la véhémence de sa réaction. Je m'attendais à ce qu'il défende sa mère, pas moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-il après un moment. Je ne sais pas encore, répondis-je honnêtement. Nous, parlons. Nous essayons de comprendre. Comprendre? Il renifla. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Elle t'a trompé. Plusieurs fois. C'est compliqué, Thomas. On ne jette pas 33 ans de mariage comme ça. Même pas si l'un des partenaires l'a déjà jeté à la poubelle? Ces paroles touchèrent un point sensible. N'était-ce pas exactement ce qu'Hélène avait fait? Jeter notre mariage à la poubelle, pour des aventures éphémères? J'ai besoin de temps, dis-je finalement. Nous avons tous les deux besoin de temps. Thomas se rassit, passa ses mains dans ses cheveux, un geste qu'il avait hérité de moi. Est-ce que Julia est au courant? Non. Pas encore. Tu veux que je lui dise? Je secouai la tête. Non. Ta mère et moi devrions le faire ensemble. Quand nous aurons plus de clarté. Il acquiesça lentement. Et comment tu vas? Vraiment? La simple question me frappa de façon inattendue. Comment allais-je? J'avais passé tellement de temps à penser à Hélène, à son infidélité, à notre avenir, que j'avais à peine pris le temps d'explorer mes propres sentiments. Je suis bouleversé, dis-je lentement. En colère. Triste. Confus. Tout à la fois. C'est compréhensible. Il se pencha en avant. Tu en as parlé à quelqu'un? Un ami? Un thérapeute? Non. Seulement à un inconnu sur un banc de parc. Je souris faiblement en repensant à Herbert. Tu devrais consulter un professionnel, papa. C'est une expérience traumatisante. J'haussai les épaules. Peut-être. Un jour. Thomas se leva, vint vers moi, s'assit à côté de moi sur le canapé. Hésitant, il passa son bras autour de mes épaules, un geste inhabituel entre nous. Nous n'avions jamais été une famille particulièrement tactile, du moins pas entre les hommes. Ça va aller, dit-il doucement. D'une manière ou d'une autre. Je me suis appuyé brièvement contre lui, reconnaissant pour son soutien. Merci, Thomas. Pourquoi? Pour ne pas avoir immédiatement pris parti. Pour m'avoir écouté. Il me serra l'épaule. Tu es mon père. Bien sûr que je t'écoute. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Puis Thomas se leva. Il faut que j'y aille, Léna m'attend pour dîner. Mais je reviens demain. Où tu viens chez nous? Les enfants seraient ravis. Les enfants. Mes petits-enfants, Lucas et Sophie, 8 et 6 ans. L'idée de passer du temps avec eux, de ressentir leur énergie insouciante, était tentante. Avec plaisir. Demain après-midi? Parfait. Vers 4 heures? J'acquiesçai. Thomas me serra dans ses bras pour me dire au revoir, une étreinte forte, masculine, qui en disait plus que des mots. Quand il fut parti, je me sentis étrangement soulagé. La conversation avec Thomas avait dénoué quelque chose en moi, un nœud dont je n'avais même pas conscience. Je n'étais pas seul dans cette crise. J'avais une famille, des gens qui m'aimaient et me soutenaient.
Mon téléphone vibra. Un message d'Hélène. On pourrait se voir demain? Pour parler? S'il te plaît. J'hésitais. La visite chez Thomas et sa famille me semblait plus importante maintenant. D'un autre côté, on ne pouvait pas rester éternellement dans cet état d'incertitude. Demain matin. 11 heures au café au bord du Rhin, répondis-je. Sa réponse fut immédiate, oui. Merci. Un lieu public me semblait préférable pour cette conversation. Un terrain neutre, et la présence d'autres personnes nous obligerait tous les deux à rester civilisés. Le lendemain matin, je me réveillais plus tôt que d'habitude. J'avais mieux dormi que les nuits précédentes, je me sentais plus reposé, plus lucide. Après une douche rapide et un petit déjeuner léger, je me mis en route pour le café. C'était une douce journée d'automne, le soleil brillait à travers de légers nuages, projetant des motifs mouchetés sur le trottoir. Le café était situé directement au bord du Rhin, avec vue sur le fleuve et les bateaux qui passaient. Un endroit qu'Hélène et moi fréquentions souvent, les dimanches matins, quand nous lisions le journal et planifions la journée. Elle était déjà là, assise à une table près de la fenêtre, une tasse de café devant elle. Elle portait une robe bleu clair que je ne connaissais pas, achetée récemment chez Monica. Ses cheveux étaient fraîchement coupés, plus courts qu'avant. Un changement qui correspondait à sa nouvelle situation de vie? Quand elle me vit, elle sourit timidement, leva la main dans un geste hésitant. Je m'approchai d'elle, m'assis en face. « Bonjour, Friedrich, dit-elle doucement. Hélène, répondis-je en hochant la tête. Une serveuse arriva, je commandai un expresso. Une fois qu'elle fut partie, un silence malaisant s'installa entre nous. Tu as meilleure mine, dit Hélène finalement. Plus reposée. Thomas est venu me voir hier, répondis-je, sans relever sa remarque. Elle pâlit légèrement. Ah. Et, tu lui as? Oui. Il est au courant. Il avait déjà des soupçons après que Julia ait téléphoné avec toi. Elle baissa les yeux. Comment a-t-il réagi? Comment t'attendrais-tu à ce qu'un fils réagisse en apprenant que sa mère a trompé son père? Elle tressaillit face à la franchise de mes mots. Il est en colère contre moi. Oui. Mais il s'en remettra. Avec le temps. La serveuse apporta mon expresso. J'y mélangeai lentement du sucre, plus pour occuper mes mains que par goût. J'ai réfléchi, commença Hélène après un moment. À nous. À moi. À ce que j'ai fait. J'attendis en silence. Il n'y a pas d'excuse, continua-t-elle. Pas de justification. Ce que j'ai fait était mal. Égoïste. Blessant. J'acquiesçai lentement. Oui, ça l'était. Mais je voudrais que tu comprennes, pas pour justifier, mais pour expliquer, pourquoi c'est arrivé. Je pris une gorgée de mon expresso. Je t'écoute. Elle prit une profonde inspiration. Après le mariage de Julia, quand les enfants ont tous les deux quitté la maison, je me suis senti vide. Comme si j'avais perdu mon but dans la vie. Tu avais ton travail, tes projets, tes plans pour la retraite. Mais moi, je n'étais plus que l'épouse. Plus la mère. Plus vraiment nécessaire. Tu aurais pu m'en parler, dis-je doucement. J'aurais écouté. Je sais. Mais je n'arrivais pas à le formuler, même pour moi-même. Et puis il y a eu le cercle littéraire, et Victor, il me voyait. Pas comme une mère, pas comme une épouse. Mais comme une femme. Comme une personne à part entière, avec des pensées, des sentiments et des désirs. Le dernier mot resta suspendu entre nous comme un lourd rideau. Je n'ai jamais eu l'intention de commencer une liaison, continua-t-elle. C'est arrivé comme ça, pas à pas. Un café après le cours. Une conversation plus longue. Un effleurement accidentel des mains. Et puis, alors c'est arrivé, et je me suis sentie vivante, désirée, importante. Je fixai mon expresso, observant les jeux de lumière sur la surface sombre. Et après Victor? Après Victor, j'étais effrayé par moi-même. Choqué. Je me suis juré que ça ne se reproduirait plus jamais. Et pendant un temps, je m'y suis tenu. Mais ensuite il y a eu Bernard, et c'était différent avec lui. Plus intense. Il me comprenait d'une manière que je n'ai pas faite, ai-je complété sa phrase. Elle est restée silencieuse un instant. Ce n'est pas juste envers toi. Tu m'as toujours soutenu, toujours aimé. Mais c'était une autre forme de connexion.
Une que je n'ai pas trouvée dans notre mariage. Et Thomas? L'homme sans nom à Hambourg? Elle a légèrement rougi. Des moments de faiblesse. De solitude. Pas de lien émotionnel comme avec Victor ou Bernard. Juste du sexe, donc. Elle a tressailli devant la franchise. Oui. Nous nous sommes tus tous les deux. Un jeune couple à la table d'un accent grave côté riait d'une blague privée, leurs mains entrelacées sur la table. La légèreté de leur jeunesse semblait appartenir à un autre monde. « Qu'est-ce que tu veux maintenant, Hélène ?» ai-je finalement demandé. « Vraiment ?» Elle m'a regardé droit dans les yeux, pour la première fois depuis le début de notre conversation. « Je veux une seconde chance, Friedrich. Je veux sauver notre mariage. J'ai rompu avec Bernard, définitivement. Je veux essayer d'être la femme que tu mérites. La femme que je méritais. Comme si c'était une question de mérite, comme si l'amour et la fidélité étaient une question de récompense. Et si je te donne cette chance, ai-je dit lentement, comment pourrais-je jamais te refaire confiance? Comment pourrais-je m'allonger à côté de toi sans penser que tu rêves d'autre homme? Comment pourrais-je voir ton sourire sans me demander s'il est sincère? Les larmes lui sont montées aux yeux. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. Je sais seulement que je veux essayer. Que je suis prête à tout faire pour regagner ta confiance. Thérapie. Transparence totale. Tout ce qu'il faudra. J'ai bu mon espresso, j'ai reposé la tasse avec précaution. Je ne sais pas si c'est possible, Hélène. Je ne sais pas si j'en suis capable. S'il te plaît, a-t-elle dit, une larme coulant sur sa joue. S'il te plaît, donne-nous une chance. 33 ans, on ne jette pas ça comme ça. Les mêmes mots que j'avais dit à Thomas. Est-ce ce que je croyais vraiment? Ou avais-je simplement peur du changement, de la solitude? Je dois réfléchir, ai-je dit finalement. J'ai besoin de temps. Elle a acquiescé, essuyant sa larme. Bien sûr. Je comprends. Je me suis levé, j'ai posé de l'argent pour l'espresso sur la table. Je vais chez Thomas et sa famille maintenant. Les enfants m'attendent. Salue-les de ma part, a-t-elle dit doucement. Si tu veux. J'ai hoché la tête brièvement, me suis retourné et suis parti. Dehors, j'ai respiré profondément l'air frais, j'ai senti le soleil sur mon visage. Une partie de moi voulait revenir en arrière, la prendre dans mes bras, lui dire que tout irait bien. Une autre partie, la plus grande partie, ne pouvait pas. Pas encore. Peut-être jamais. L'après-midi chez Thomas et sa famille a été une distraction bienvenue. Les enfants, Lucas et Sophie, étaient ravis de voir leur grand-père, me montrer leurs derniers projets scolaires, leurs jouets, leur petit monde. Pendant quelques heures, j'ai pu oublier mes propres soucis, me plonger dans leur joie insouciante. Pendant que les enfants jouaient dans le jardin, j'étais assis sur la terrasse avec Thomas et sa femme Léna. Léna, une femme chaleureuse avec un sens pratique aigu, m'a serré la main. « Je suis tellement désolé, Friedrich, a-t-elle dit. Quelle situation terrible. » J'ai souri faiblement. « Merci, Léna. Mais ça va continuer. D'une manière ou d'une autre. »« As-tu parlé à maman ?» a demandé Thomas. J'ai acquiescé. Ce matin. Elle veut réessayer. Sauver notre mariage. Et toi? Est-ce que tu le veux aussi? Une question simple sans réponse facile. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Une partie de moi le veut. Une autre partie n'arrive pas à imaginer comment ça pourrait fonctionner. Léna a siroté son thé. Mes parents ont vécu quelque chose de similaire, il y a environ 10 ans. Mon père a eu une liaison. C'était difficile. Mais ils ont réussi à sauver leur mariage. Avec l'aide d'un professionnel. Une liaison, ai-je dit. Pas plusieurs, pendant des années. Elle a acquiescé avec compréhension. Oui, c'est une différence. Thomas s'est penché en avant. Quoi que tu décides, papa ou nous te soutiendrons. Que tu choisisses le divorce ou un nouveau départ avec maman. Ces mots m'ont réchauffé le cœur. Merci, Thomas. Ça signifie beaucoup pour moi. Quand je suis rentré chez moi plus tard dans la soirée, je me sentais étrangement calme. L'appartement, qui ces derniers jours avait ressemblé à une prison de souvenirs, semblait maintenant simplement un espace. Un endroit où je vivais. Ni plus, ni moins. Je me suis assis devant mon ordinateur portable,
j'ai ouvert un document vide et j'ai commencé à écrire. Pas pour Hélène, pas pour mes enfants, mais pour moi-même. Mes pensées, mes sentiments, mes peurs et mes espoirs. C'était un flux de conscience chaotique, mais cela m'a aidé à mettre de l'ordre dans le chaos que ma vie était devenue. Quand j'ai eu fini, je l'ai relu. Le dernier paragraphe m'a sauté aux yeux. Je ne sais pas si je pourrai un jour refaire confiance à Hélène comme avant. Je ne sais pas si notre mariage est sauvable. Mais je sais que je ne veux pas vivre dans l'amertume et le ressentiment. Avec elle ou sans elle, je veux passer le reste de ma vie en paix, en accord avec moi-même. Peut-être que c'est la première étape, accepter que rien n'est certain, que tout ce que nous tenons pour acquis peut changer. Et que nous continuons malgré tout, jour après jour. J'ai fermé l'ordinateur portable, me suis approché de la fenêtre et ai contemplé la ville nocturne. Quelque part là-bas, Hélène, peut-être dans la chambre d'amis de Monica, réfléchissait elle aussi à son avenir. Notre avenir ? Le temps nous le dirait. Une semaine passa, puis deux. Hélène et moi nous rencontrions régulièrement dans des cafés, dans des parcs, une fois même dans un restaurant pour dîner. Nous parlions beaucoup, du passé, de ses liaisons, de ma confiance aveugle dans notre mariage. C'était des conversations difficiles, douloureuses, mais nécessaires. J'avais pris rendez-vous chez un thérapeute, sur l'insistance de Thomas et Léna. Le docteur Weger, un homme calme d'une cinquantaine d'années, m'écoutait, posait des questions pertinentes, ne proposait pas de solution simple. La confiance, disait-il, c'est comme de la porcelaine. Une fois brisée, elle peut être recollée, mais les fissures restent visibles. Hélène consultait également une thérapeute, le docteur Schumann. Parfois, après nos rencontres, elle me parlait de ses séances, des prises de conscience qu'elle avait. J'ai toujours cherché à être validée, disait-elle une fois, à ressentir que j'étais importante, désirée. Mais je l'ai cherché au mauvais endroit. Nous avions également parlé à Julia, notre fille. Contrairement à Thomas, elle était moins en colère, plus désemparée. Je ne comprends tout simplement pas, répétait-elle sans cesse. Vous avez toujours été, vous étiez mon modèle de mariage réussi. L'ironie de ces mots n'échappait à aucun de nous. Par un après-midi d'automne frisquet, presque 3 semaines après la nuit qui avait tout changé, j'étais assis dans un café près de l'université populaire. Hélène avait rendez-vous là-bas pour discuter de ses cours pour le prochain semestre, plus de littérature, mais d'histoire de l'art. Un changement délibéré, pour éviter d'anciennes tentations. Je n'avais pas prévu de venir ici. J'étais dans le coin, j'avais rendu visite à un ancien collègue, et soudain, je me suis retrouvé devant le bâtiment. Un besoin irrépressible, une curiosité. Le café était à moitié plein, principalement d'étudiants penchés sur leurs ordinateurs portables. J'ai commandé un cappuccino, me suis assis à une table avec vue sur l'entrée de l'université populaire. Que espérais-je ? Voir Hélène sortir ? Ou quelqu'un d'autre ? La réponse est venue plus vite que je ne l'avais imaginé. Un homme a quitté le bâtiment, environ la cinquantaine, grand, avec une barbe complète et une élégance décontractée qui correspondait à un professeur de poésie moderne. Bernard. C'était forcément lui. Les photos que j'avais vues sur la tablette d'Hélène ont défilé devant mes yeux. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Le voici, l'homme qui avait emmené ma femme dans son lit. L'homme qui s'était moqué de moi, qui m'avait pris pour un imbécile ignorant. Sans décision consciente, je me suis levé, j'ai quitté le café et je me suis dirigé vers lui. Il ne m'a pas remarqué, il était absorbé par son smartphone, tapait un message. À qui ? À une nouvelle maîtresse ? À une autre femme mariée ? Bernard ? Ma voix était plus calme que je ne me sentais. Il a levé les yeux, déconcerté. Oui ? Est-ce qu'on se connaît ? J'étais maintenant juste devant lui, j'étudiais son visage. Rien de spécial. Un homme moyen avec une barbe soignée et des yeux suffisants. Non, ai-je dit. Nous ne nous connaissons pas. Mais vous connaissez ma femme. Hélène Bergman. Son visage s'est figé, un mélange de surprise et de peur a traversé ses traits. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ne mentez pas, ai-je dit, toujours calmement. J'ai lu vos messages. Écoutez vos messages vocaux. Vu les photos. Il a dégluti, a regardé autour de lui, comme s'il cherchait une issue. Écoutez, monsieur Bergman, Vous quoi ? Vous êtes désolé ? Vous ne vouliez pas en arriver là ? Que voulez-vous dire exactement ? Il s'est redressé,
a tenté de conserver une certaine dignité. Hélène et moi avons mis fin à notre relation. À sa demande. Je respecte cela. Quelle générosité de votre part, ai-je dit, l'ironie dans ma voix tranchante. Et qu'en est-il du respect du mariage des autres? Des promesses qu'ils ont faites? Il a haussé les épaules, un geste qui m'a plus provoqué que n'importe quelle réponse n'aurait pu le faire. Hélène est une femme adulte. Elle a pris ses propres décisions. Oui, c'est ce qu'elle a fait. Et vous l'avez aidée à détruire sa vie et la mienne. Je n'ai détruit la vie de personne, dit-il, sur la défensive maintenant. Si votre mariage avait été parfait, Hélène ne serait pas venue vers moi. L'effronterie de cette affirmation me frappa comme un coup. Mes poings se serrèrent, un voile rouge se posa sur ma vue. Pendant un instant, un bref, intense instant où j'ai eu envie de frapper cet homme suffisant au visage, de lui casser les dents, de le jeter à terre. Mais je ne l'ai pas fait. Pas par peur ou par faiblesse, mais parce que je savais que cela ne résoudrait rien. Que cela ne ferait que me rabaisser à son niveau. Vous avez raison, dis-je à la place, ma voix froide. Notre mariage n'était pas parfait. Aucun mariage ne l'est. Mais il était basé sur la confiance et le respect, deux concepts qui vous sont apparemment étrangers. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais à ce moment précis, la porte de l'université populaire s'ouvrit à nouveau, et Hélène en sortit. Elle nous vit immédiatement, se figea en plein mouvement. Son visage perdit toute couleur. Frédéric? Sa voix n'était plus qu'un murmure. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais venir te chercher, mentis-je avec aplomb. Je ne m'attendais pas à rencontrer de vieilles connaissances. Bernard regarda de l'un à l'autre, visiblement mal à l'aise. Je devrais y aller, murmura-t-il. Oui, vous devriez, approuver-je. Et si jamais vous reprenez contact avec ma femme sous quelque forme que ce soit, je ne serai pas aussi civilisé qu'aujourd'hui. Il hocha brièvement la tête, jeta un dernier regard à Hélène. Regret? Remords? Je ne saurais dire, et s'éloigna rapidement. Hélène et moi nous tenions face à face, au milieu du trottoir, entourés d'étudiants et de passants pressés. Ce n'était pas prévu, dis-je finalement. J'étais dans le coin et je me suis dit. Ça va, m'interrompit-elle. Tu as parfaitement le droit d'être ici. Elle hésita. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien qui n'ait besoin d'être dit. Elle hocha lentement la tête. Allons-nous en d'ici. S'il te plaît. Nous marchâmes en silence côte à côte, sans but précis. La tension entre nous était palpable, comme une troisième personne qui marchait avec nous. Je suis désolé que tu aies dû le rencontrer, dit-elle finalement. Ça a dû être dur. Je ris brièvement, un son sans humour. Dur? Oui, on peut dire ça. Avais-tu l'intention de le rencontrer? Je secouai la tête. Non. C'était une coïncidence. Ou le destin, si tu crois à ce genre de choses. Nous atteignîmes un petit parc, nous assîmes sur un banc. Le ciel s'était assombri, des nuages arrivaient, promettant la pluie. Qu'est-ce qu'il a dit? Demanda-t-elle au bout d'un moment. Pas grand-chose. Que votre relation est terminée. Que tu es une femme adulte qui prend ses propres décisions. Elle baissa la tête. C'est vrai. C'étaient mes décisions. Mes erreurs. Il a aussi dit que tu ne serais pas venu vers lui si notre mariage avait été parfait. Elle leva les yeux, de la douleur dans les yeux. Ce n'est pas juste. Aucun mariage n'est parfait. Ça ne justifie pas ce que j'ai fait. Je hochai lentement la tête. Non, ça ne le justifie pas. Nous nous taisions à nouveau. Un jeune couple passa, main dans la main, riant d'une blague privée. Je les observai, ressentis une piqûre de « quoi » ? Envie ? Nostalgie ? Les deux peut-être. J'ai réfléchi, dis-je finalement. À nous. À l'avenir. Elle me regarda, espoir et crainte mêlés dans son regard. Et je ne sais pas si je pourrai un jour te faire de nouveau entièrement confiance, Hélène. Je ne sais pas si notre mariage pourra un jour redevenir ce qu'il était ou ce que je pensais qu'il était. Elle hocha lentement la tête, des larmes montèrent à ses yeux. Je comprends. Mais je sais aussi que je ne veux pas vivre dans l'amertume. Que je ne veux pas que les dernières décennies de ma vie soient marquées par le ressentiment et la méfiance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda-t-elle doucement. Je pris une profonde inspiration. Ça veut dire que je suis prêt à essayer.
Un nouveau départ. Avec des conditions. Ses yeux s'écarquillèrent. Vraiment? Tu veux essayer? Oui. Les conditions sont, une thérapie de couple. Une transparence totale au téléphone portable, email, tout. Aucun contact avec aucun d'eux, plus jamais. Et du temps. Il faudra du temps, Hélène. Beaucoup de temps. Elle hocha la tête avec empressement, des larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Oui. À tout. Tout ce que tu veux. Je ne veux pas tout contrôler, dis-je. Ce n'est pas une vie, ni pour toi ni pour moi. Mais j'ai besoin de sécurité. La confiance doit être reconstruite. Je comprends, dit-elle. Et je suis prête à ça. À tout. Une goutte de pluie tomba, puis une deuxième. Le ciel ouvrit ses écluses, une averse d'automne soudaine et violente. Nous restâmes là, nous laissant tremper, aucun de nous ne faisant mine de chercher un abri. Quand rentres-tu à la maison? Pas tout de suite, demanda-t-elle, hésitante. Je réfléchis. L'appartement vide, les soirées solitaires, le lit froid. Et l'alternative, revenir avec elle, avec toute la douleur et l'incertitude que cela impliquait. Pas tout de suite, finis-je par dire. J'ai encore besoin d'un peu de temps pour moi. Peut-être pourrais-tu rentrer et je louerai un petit appartement pour un temps. Elle acquiesça, bien que je puisse voir la déception dans ses yeux. Bien sûr. Tout ce dont tu as besoin. La pluie redoublait, nous trempant complètement. Il était temps de partir, de chercher un abri. Mais nous restâmes assis, deux personnes âgées sur un banc de parc sous la pluie, essayant de recoller les morceaux d'une vie brisée. Je t'aime toujours, dit-elle soudain, sa voix à peine audible au-dessus du crépitement de la pluie. Malgré tout ce que j'ai fait. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je la regardais, ses cheveux mouillés, son visage inondé de larmes, l'espoir désespéré dans ses yeux. Et je savais que malgré tout ce qui s'était passé, malgré la trahison et les mensonges, malgré la douleur et la colère, je n'étais pas prêt à l'abandonner complètement. Pas sans avoir au moins essayé. Je sais, dis-je doucement. Et une partie de moi t'aime encore aussi. Mais l'amour seul ne suffit pas toujours. Elle hocha la tête, comprenant. Non. Il faut plus. La confiance. Le respect. L'honnêteté. Oui, approuvai-je. Tout ça. Et du temps. Nous nous levâmes, trempés jusqu'aux os, et nous dirigeâmes vers un arrêt de bus proche. En silence, mais plus aussi distant qu'avant. Quelque chose avait changé, un premier petit pas sur un long chemin incertain. Quand le bus arriva, Hélène monta, se retourna une dernière fois vers moi. Merci, dit-elle simplement. Pour cette chance. J'acquiesçai. À bientôt, dis-je, et je le pensais vraiment. Le bus s'éloigna, et je restai debout sous la pluie, observant sa disparition au loin. Une sensation étrange m'envahit, pas du bonheur, pas même de l'espoir. Mais peut-être le début de quelque chose qui pourrait un jour redevenir la paix. L'hiver arriva tôt cette année. Déjà à la mi-novembre, la première neige tomba, recouvrant Düsseldorf d'une fine couche blanche qui baignait la ville d'une douce lumière. Je me tenais à la fenêtre de mon petit appartement de location au 4e étage d'un immeuble ancien, observant les flocons de neige tomber paresseusement du ciel. 3 mois. S'étaient écoulés depuis cette nuit qui avait changé ma vie. 3 mois de douleur, de colère, de lente guérison. 3 mois pendant lesquels Hélène et moi avions essayé de retrouver un chemin l'un vers l'autre, ou peut-être plutôt un chemin vers l'avant, vers quelque chose de nouveau. La thérapie de couple avec le docteur Weger aidait. 2 fois par semaine, nous étions assis dans son bureau calme, parlant de choses que nous avions gardées secrètes pendant des décennies. Des déceptions, des besoins non satisfaits, des malentendus. Des aventures, bien sûr, mais aussi des petites fissures qui étaient apparues bien avant les aventures. Un mariage, dit un jour le docteur Weger, c'est comme une maison. On l'a construit une fois, mais il faut constamment l'entretenir. Un toit qui fuit ici, une tuile qui se détache là, si on ignore ces petits problèmes, les fondations finiront par céder. Hélène était retournée dans notre appartement commun, tandis que j'avais loué ce petit studio. Un espace neutre, rien que pour moi. Un endroit où je pouvais réfléchir sans être constamment entouré de souvenirs. Nous nous rencontrions régulièrement, pour dîner, pour des promenades, une fois même au cinéma. Lentement,
prudemment, nous nous rapprochions à nouveau l'un de l'autre. Il y avait de bons jours, où c'était presque comme avant, où nous pouvions rire, nous souvenir d'expériences partagées, faire des projets pour l'avenir. Et il y avait de mauvais jours, où le souvenir de sa trahison se dressait comme un mur entre nous, où chaque mot, chaque geste semblait empoisonné par la méfiance. Mon téléphone sonna, me sortant de mes pensées. C'était Thomas. Papa? Tout va bien? Oui, tout va bien. J'étais juste en train de regarder la neige. Ah oui. Ici aussi il neige. Les enfants sont tout excités, ils veulent absolument faire un bonhomme de neige dès qu'il y en aura assez. Je souris à l'idée de mes petits-enfants, de leur joie insouciante devant les choses simples de la vie. Comment ça se passe, avec maman, demanda Thomas, hésitant. Il était toujours réservé quand il s'agissait d'Hélène, lui avait extérieurement pardonné, mais je sentais qu'il luttait encore intérieurement. Ça avance, dis-je. Lentement, mais ça avance. Et tu es sûr de vouloir ça? Après tout ce qui s'est passé? Une question que je m'étais posée 100 fois. Je suis sûr de vouloir essayer, répondis-je honnêtement. Si ça va marcher? L'avenir nous le dira. Thomas semblait sceptique. Tu sais, papa, personne ne t'en voudrait si tu décidais autre chose. Si tu demandais le divorce. Je le sais, Thomas. Et je te remercie de ton soutien. Mais pour l'instant, cette voie me semble être la bonne. Il soupira légèrement. D'accord. Tant que tu es heureux. Heureux. L'étais-je? Pas vraiment. Mais je n'étais plus non plus aussi désespéré que durant ces premiers jours et ces premières semaines. Il y avait des moments de calme, de clarté, voire même d'espoir. Je suis en chemin, dis-je. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Je comprends. Dis, Léna et moi pensions que tu pourrais peut-être venir déjeuner demain. Les enfants te réclament sans arrêt. Avec plaisir. Je dois apporter quelque chose? Juste toi-même. Et peut-être de la bonne humeur. Je ris doucement. Je ferai de mon mieux. Après l'appel, je suis resté un moment à la fenêtre, observant les gens en bas dans la rue, qui se frayaient un chemin à travers la neige, certains pressés, d'autres profitant de l'instant. La vie qui continuait, malgré les crises et les drames personnels. Mon regard se posa sur l'horloge. Presque l'heure de mon rendez-vous avec Hélène. Nous avions convenu de nous retrouver dans un nouveau restaurant qui avait ouvert près du Rhin. Un lieu neutre, où nous n'avions aucun souvenir commun ni bon ni mauvais. Je me suis habillé, j'ai enroulé une écharpe autour de mon cou, j'ai mis un bonnet. Le froid n'était pas bon pour mes vieux os, comme disait mon père. En pensant à lui, j'ai souri. Que dirait-il de ma situation? Lui, qui avait été marié à ma mère pendant près de 50 ans, dans un mariage qui n'avait jamais été parfait, mais toujours solide? Fais ce que ton cœur te dit, mon garçon, aurait-il probablement dit. Mais n'oublie pas que la tête a aussi son mot à dire. Un conseil sage, comme toujours. Le restaurant était aménagé de manière moderne, avec de grandes fenêtres donnant sur le Rhin. Hélène était déjà là, assise à une table près de la fenêtre, portant une robe rouge foncé que j'aimais bien sur elle. Elle avait fait un effort pour son apparence, je pouvais le voir. Quand elle m'a remarqué, elle a souri, un sourire prudent, plein d'espoir. Je suis allé vers elle, me suis penché, lui ai donné un léger baiser sur la joue, un geste qui aurait été impensable il y a encore quelques semaines. Tu es belle, dis-je, et je le pensais. Merci. Toi aussi. Elle me montra la chaise en face d'elle. J'ai déjà commandé du vin pour nous. Le Riesling que tu aimes. Une petite attention, un signe qu'elle avait pensé à moi. Je m'assis, pris la carte que le serveur avait apportée. Comment s'est passée ta journée, demanda-t-elle, après que nous ayons commandé. Calme. J'ai lu, je me suis promené. Thomas a appelé, il m'a invité à déjeuner. C'est bien. Elle hésita. Et, a-t-il demandé de mes nouvelles? Une question douloureuse. Thomas gardait toujours ses distances avec sa mère, ne la voyait que lors des grandes réunions de famille, lui parlait à peine. Oui, il l'a fait, dis-je, sans entrer dans les détails. Elle hocha la tête, comprenant le message non dit. Il a besoin de temps. Oui. Le vin arriva, nous trinquâmes. Ah, à quoi buvons-nous, demanda-t-elle. Je réfléchis. À l'honnêteté, dis-je finalement.
Et aux secondes chances. Son sourire se fit plus chaleureux. À l'honnêteté et aux secondes chances. Nous avons mangé, parlé de choses banales le temps, un livre que nous avions tous les deux lu, les projets pour Noël, qui n'étaient plus qu'à quelques semaines. C'était facile, presque normal, jusqu'à ce que... J'ai rencontré Victor aujourd'hui, dit-elle soudainement, sa voix légèrement tendue. Je me figeai, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Victor. Le premier de ses amants. Le nom seul suffisait à raviver la colère. Où, demandai-je, m'efforçant d'adopter un ton neutre. Au supermarché. Par hasard. Je voulais faire des courses et il était là avec sa femme. Je posai ma fourchette, pris une gorgée de vin pour gagner du temps. Et... rien. Je l'ai vu, il m'a vu. Nous nous sommes brièvement fait un signe de tête, c'est tout. Elle se pencha en avant. Je voulais te le dire, parce que nous avons convenu d'être honnêtes. Plus de secrets. Je hochai la tête lentement. Elle avait raison. Nous avions convenu d'être totalement transparents. Pas de secrets, pas de mensonges, même par omission. Merci de me l'avoir dit, dis-je finalement. Es-tu en colère? Je réfléchis. Étais-je en colère? Oui, une partie de moi l'était. Mais pas contre elle, pas pour cette rencontre fortuite, pas pour son honnêteté. Non, dis-je. Pas contre toi. Je suis en colère contre la situation. Contre le fait qu'il y ait ces noms, ces hommes, ces souvenirs. Qu'ils seront toujours là. Elle hocha la tête avec compréhension. Je sais. Et je suis désolé de l'avoir fait entrer dans nos vies. Nous avons continué à manger en silence. La légèreté de l'atmosphère avait disparu, mais ce n'était pas un silence hostile. Plutôt pensif. Le docteur Oueger a dit que ces moments arriveraient, a-t-elle dit après un moment. Des déclencheurs qui rouvrent d'anciennes blessures. Et qu'il est important d'en parler, de ne pas les ignorer. Il a raison, ai-je acquiescé. Il vaut mieux l'exprimer que de le garder pour soi. Elle a esquissé un léger sourire. Tu vois? On apprend. Oui, c'était le cas. Lentement, difficilement, mais nous apprenions à interagir différemment. Plus ouvertement. Plus honnêtement. Peut-être même plus sainement que durant toutes les années précédentes. Après le dîner, nous sommes allés nous promener le long du Rhin, malgré le froid. La neige crissait sous nos chaussures, notre souffle formait de petits nuages dans l'air glacial. Nous marchions côte à côte, pas main dans la main comme avant, mais assez proches pour que nos bras se frôlent de temps en temps. J'ai réfléchi, ai-je fini par dire. À Noël. Oui. Elle a levé les yeux vers moi, des flocons de neige se posaient sur ses cheveux, fondant lentement. Je pense qu'il est temps que je rentre à la maison. Ses yeux se sont écarquillés. Vraiment? Tu veux dire, de retour dans l'appartement? Avec moi. J'ai acquiescé. Oui. Mon bail expire à la fin du mois. Et je pense qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Elle s'est arrêtée, s'est tournée vers moi. Des larmes brillaient dans ses yeux, mais c'étaient des larmes de joie. Oh, Friedrich. Es-tu sûr? Oui, ai-je dit. J'en suis sûr. Ce ne sera pas facile. Il y aura des jours où je le regretterai. Des jours où le souvenir sera trop fort. Mais je veux essayer. Je veux rentrer à la maison. Elle a sangloté doucement, essuyant ses larmes. Je ne peux pas te dire à quel point ça me rend heureuse. À quel point je suis reconnaissante. J'ai souri, un vrai sourire, le premier depuis longtemps qui n'était pas assombri par la tristesse ou l'amertume. Moi aussi, Hélène. Moi aussi. Nous avons continué à marcher, cette fois plus près l'un de l'autre. Pas main dans la main, pas encore. Mais plus proche. Qu'est-ce que tu crois que les enfants vont dire, a-t-elle demandé après un moment. Julia sera contente, ai-je dit. Elle a toujours espéré qu'on y arrive. Thomas. Thomas aura besoin de temps. Mais il l'acceptera, parce qu'il m'aime. Et parce qu'il sait que je ne prends pas cette décision à la légère. Elle a acquiescé pensivement. J'espère qu'un jour, il pourra me pardonner. Vraiment pardonner, pas seulement en surface. Il le fera, ai-je dit, surpris par ma propre conviction. C'est quelqu'un de bien. Et tu es sa mère. Nous avons atteint un banc,
nous nous sommes assis malgré le froid. Le fleuve coulait paresseusement devant nous, des glaçons isolés flottaient à sa surface. Tu sais, ai-je dit après un moment, pendant les premières semaines après tout, je me suis souvent assis ici. J'ai regardé le fleuve et je me suis demandé comment j'allais faire pour continuer. Si c'était même possible de continuer. Et maintenant? J'ai réfléchi. Maintenant, je sais que ça continue. Peut-être différemment de ce que j'avais imaginé. Mais ça continue. Elle s'est légèrement appuyée contre moi, un geste prudent de proximité. Je t'aime, Friedrich. Je sais que tu ne veux peut-être pas l'entendre, ou que ça ne veut pas dire grand-chose après tout ce qui s'est passé. Mais c'est vrai. Je t'ai toujours aimé, à ma manière imparfaite et pleine de défauts. J'ai passé mon bras autour d'elle, l'ai attirée plus près. Je sais. Et je t'aime aussi, Hélène. Malgré tout. Peut-être même grâce à tout cela ou parce que nous sommes maintenant plus honnêtes l'un envers l'autre que nous ne l'avons jamais été. Nous sommes restés assis là, dans le froid, sous la neige qui tombait, deux personnes âgées qui avaient traversé l'enfer et qui, d'une manière ou d'une autre, s'en étaient sorties de l'autre côté. Pas indemnes, pas sans cicatrices. Mais ensemble. Viens, ai-je fini par dire, me levant, lui tendant la main. Rentrons à la maison. Elle a pris ma main, ses doigts chauds malgré le froid. À la maison, a-t-elle répété, comme si c'était le plus beau mot du monde. Et peut-être que c'était le cas. À la maison. Pas vers un lieu, mais vers un sentiment. Vers une personne. Vers une vie qui, malgré toutes les fissures et les brisures, valait encore la peine d'être vécue. Main dans la main, nous avons marché dans la neige, de retour vers un avenir que personne n'aurait pu prévoir. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'en avais pas peur. Quoi qu'il arrive, nous le traverserions ensemble. Honnêtement. Ouvertement. Avec une compréhension de nos erreurs et de nos faiblesses. Et peut-être, juste peut-être, que cela valait plus que le mariage parfait dont j'avais autrefois rêvé.